Bonjour tout le monde. C'est encore moi. Dans cette vidéo, j'avais promis dans ma première vidéo sur Et demain les Congo de revenir, du moins de donner la suite. Il faut avouer que la dite vidéo s'était terminée un peu en queue de poisson. C'est parce que vous savez, quand on fait de choses à la maison, on n'est pas dans un studio spécialisé. Il y a des inconvénients, des enfants qui passent. On avait été obligé d'arrêter la vidéo parce que madame est passée par là, les enfants sont passés par là. Bon, finalement, ça faisait une sorte de cacophonie. C'est comme ça que nous avions décidé donc d'arrêter la vidéo. Et ça nous a pris beaucoup de temps pour finalement revenir euh, sur ce que nous sommes en train de dire. Alors, si vous le permettez, je vais prendre mon téléphone et tenter de retrouver les documents sur lesquels j'ai travaillé l'autre fois. Nous étions en train de parler de ce que nous pensons amener comme sorte de sujet de réflexion, je veux dire, sur notre devenir commun. Et nous avons commencé par faire une historique de ce que nous sommes, partant des années avant euh, la création de l'État indépendant du Congo, jusqu'à la situation actuelle que nous avons. Et comme nous l'avions aussi dit, nous ne faisons pas une historique systématique. Nous avons, nous la faisons en fonction des objectifs que nous sommes en train de poursuivre. Ainsi, nous avons démontré qu'avant la création de l'État indépendant du Congo, jusqu'à pratiquement les années 60, nos ancêtres n'étaient pas des gens euh, qui étaient accrochés à le genre tribu et qui repoussaient quelqu'un juste parce qu'il venait d'une tribu différente de la nôtre. C'est-à-dire que si nous considérons la population, si nous prenons en considération la population actuelle ou les peuples actuels ou les gens qui vivent sur le territoire de notre pays aujourd'hui et même qui sont ressortissants de ces pays-là, on se rend compte que nous avons reculé. Nous avons reculé par rapport à ce que nos ancêtres étaient. Nos ancêtres étaient déjà très avancés. Je vous ai donné l'exemple dans la première partie euh, de ce prince Luba qui s'est retrouvé chez les Lunda et qui s'est marié à une princesse Lunda et finalement, ensemble, ils ont créé l'empire, ce qu'on appelle aujourd'hui l'empire Lunda. C'est-à-dire qu'un monsieur comme Moitiave, les chefs coutumiers, les grands chefs coutumiers Moitiave par exemple, il n'a pas seulement le sang Lunda dans ses veines, il a du sang Luba dans ses veines. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est Luba, Luba et Lunda à la fois, si on peut le dire. Et la plupart, et si vous faites une bonne analyse, la plupart de nos, des gens qui sont dans cette contrée-là, et je suppose de ceux qui sont aussi ailleurs, vous verrez que les gens 100%, telle tribu, ils sont rares. Ils sont vraiment rares. C'est pour cette raison que je parle, peut-être que je vais en parler un peu plus loin, de l'idiotie intellectuelle de l'homme congolais. L'idiotie intellectuelle, le refus de raisonner, le refus de s'asseoir et de penser par rapport à cette situation. Bon, je reviendrai là-dessus, mais laissez-moi ouvrir juste une petite parenthèse, c'est que cette idiotie fait que on a l'impression que parce qu'on est de telle tribu, on peut être meilleur que les autres. On n'a pas le temps de tenter à comprendre ce qu'est l'homme dans sa nature. On est incapable de comprendre que dans la nature même, dans sa nature, l'homme est homme tout simplement. Et le reste qui vient, donc, qui vient comment, nous changer, nous transformer, c'est ce que les gens mettent sur nous, c'est ce que les gens nous apprennent. Alors pour ceux qui ont fait, il y a une science disons pour ceux qui ont fait la psychologie et d'autres études, et surtout ceux qui ont fait du coaching, ils savent, peut-être qu'ils ont entendu parler du CBI,
CBT ou des REBT, ce sont des acronymes en anglais. CBT, c'est Cognitive Behavioral Therapy, alors que RBT, c'est Rational Emotive Behavioral Therapy. Ce sont deux sciences qui tentent d'apporter des solutions aux problèmes du raisonnement humain, aux problèmes du comportement humain. Ce sont des branches de la psychologie. Moi, Dieu nous a fait grâce de faire ces études-là. Après tout ce que nous avons fait, nous avons aussi fait ces études-là. Et on vous montre, on vous prouve qu'en réalité, la plupart des choses que nous avons apprises depuis notre enfance, la plupart des choses que nous tenons pour vraies, ne le sont pas. Ne le sont pas. Malheureusement, nous avons été moulés comme cela et on grandit avec des idées fixes, des idées sur tel ou tel autre groupe, on minimise ou on... Et moi, j'ai eu du mal quand j'ai entendu un politicien dans une discussion parler des Bayaka. J'étais surpris. Comment, à ce niveau-là, on est encore réduit à croire que quand on est Mouyaka, on serait moins que quiconque. Mais non, l'humain est le même. Pour nous qui avons la chance, qui avons eu la grâce, je veux dire, non seulement de vivre avec plusieurs peuples au Congo, nous avons la chance de vivre avec. Je suis né en Bujimaï, j'ai grandi au Katanga, j'ai vécu à Bukavu, à Goma, j'ai été à Kinshasa, j'ai vécu à Matadi, j'ai été à Kinzamvwete, à Mwanda. Je connais un tout petit peu. J'ai vécu au milieu des gens de l'Équateur qui étaient des très proches amis à moi, qui restent des proches amis à moi, des amis du Bas-Congo, très proches amis à moi, des gens de Kisangani, de la province orientale, très proches amis à moi, des amis du Kivu, de Katangé. Bon, ceux-là, c'est mon milieu naturel, je veux dire. Et des Kassaïens, aussi mon milieu naturel. Et je veux dire, bref, même avec les Rwandais, nous avons vécu avec les Rwandais. Nous avons vécu avec eux. Vous savez que quand moi, juste pour information, quand moi je vais à l'université à Lubumbashi, à l'université de Lubumbashi, ma première année, j'ai une recommandation d'aller vivre avec des Rwandais, enfin, je sais pas, je ne veux pas dire. À l'époque, on ne disait pas que c'était des Rwandais, hein, c'est venu avec la vague de Laurent Mzere de Kabila. Moi, je les ai connus, ces gens-là, à Colusi. Je veux parler des messieurs comme Moïse Narogabo et son frère Sengi. Moi, je les ai connus à Colusi. J'étais très jeune à l'époque. Maintenant qu'ils avons pris du poids, ils ne peuvent pas nous reconnaître, mais j'étais très jeune, je les ai vus venir à la maison. J'ai vu avec leur frère Kanyamaso, des gens comme ça. On les a connus à cette époque-là. Et on les fréquentait. Et moi, quand j'arrive à l'université de Lubumbashi, ma recommandation, c'est chez Sengi. Sengi est appelé, comment je veux dire, on me recommande auprès de lui pour qu'il me sous-loge. Parce que je n'avais pas de logement sur le campus de Lubumbashi. Et je suis allé les voir. Bon, malheureusement, ils étaient nombreux dans leur chambre. Je me rappelle encore au bloc 4, si je ne me trompe pas. Ils étaient nombreux dans leur chambre. Bon, je pense que j'ai pas vu Moïse là dans cette chambre-là, mais Moïse, je l'avais vu à la maison aussi. À l'époque, déjà dans les années 88, disons déjà des années 86, 87, 88, j'ai connu ces gens-là. Et bon, malheureusement, la vague est venue avec des guerres, et puis on s'est retrouvé dans ces embrouilles où on devient des ennemis, là où on n'aurait pas dû être des ennemis. Bref, l'humain reste le même. Et là, je parlais du Congo, mais j'ai vécu en Zambie, au milieu des Zambiens, j'ai vécu en Angola, au milieu des Angolais, j'ai vécu en Tanzanie, au milieu de Tanzanie, j'ai été au Zimbabwe, au milieu du Zimbabwe, j'ai été en Afrique du Sud, au milieu des Sud-Africains, j'ai vu au Canada une nation mosaïque de peuples. Tous les peuples du monde se retrouvent là. Et j'ai travaillé dans un endroit où je recevais tout ce monde. Que des gens des Anglais, des Allemands, des Québécois et même. Tout ce monde venait, comme j'étais conseiller, ils venaient me solliciter et j'entendais les problèmes que les gens posaient.
Il n'y a aucune différence en tant qu'humain. La seule différence, c'est une différence de culture. La seule différence, c'est une différence des choses qu'on met dans la tête d'un enfant. Et donc, si nous voulons changer des choses, il faut changer ce que nous mettons dans la tête de nos enfants. Ça, c'est un. De deux, il est possible pour nous, n'est-ce pas, de faire en sorte que demain, le Congo, tant convoité, ne puisse pas tomber dans les mains des gens qui nous en veulent. Et pour cela, il faut renforcer l'unité entre nous. Et comment on va renforcer l'unité entre nous? C'est en analysant les choses qui nous divisent et faire en sorte que nous puissions les corriger. Et si vous permettez, je fais faire marche arrière parce que j'ai l'impression que je vais aller très vite en besogne, mais il faut comprendre la pensée que nous avons ici, c'est analyser les choses qui nous divisent afin d'apporter des corrections. Alors je disais donc, parlant de l'historique, que bien avant 1885, jusqu'à pratiquement aux années 60, les gens qui ont vécu à cette époque-là, ils vous rendront compte que un Mongala pouvait partir de son, je ne sais pas, un Guémena par exemple, et atterrir à Bukavu, dans un village, je ne sais pas moi, Nyantende par exemple, et il est reçu en tant qu'humain, on lui donne une place dormir, et s'il reste là pour longtemps, on finit par lui trouver une femme, les enfants qu'il met au monde deviennent son bachiourega selon les cas, et personne n'en faisait un problème. Arrive alors la période des indépendances, où le Congolais apprend à faire la politique, et malheureusement, il conçoit la politique comme l'art de se servir et de détruire l'autre. Et c'est comme ça, dans cette conception nouvelle que les gens ont abandonné les bonnes pratiques qu'avaient nos ancêtres, eh bien, maintenant c'est moi ou rien. La politique devient moi ou rien. Quand moi je n'arrive pas, je bouge la corde tribale afin de mettre mal à l'aise ceux qui ne partageraient pas la tribu avec moi. Et malheureusement, depuis la génération des 1960, donc euh, ceux qui ont pris l'indépendance, ceux qui ont accédé à l'indépendance, jusqu'à nos jours, ce même esprit a continué à agir. Ce même esprit a continué, n'est-ce pas, à faire des dégâts. Et apparemment, tout le monde est d'accord, chacun s'accroche à sa petite tribu, alors qu'à un moment donné, un peuple intelligent doit pouvoir s'arrêter et trouver des solutions afin que la génération qui vient après ne puisse pas connaître les mêmes problèmes que nous avons connus aujourd'hui. Si nous considérons les pays européens, que ce soit la France, que ce soit l'Angleterre, l'histoire nous renseigne que tous ces pays, prenons l'exemple de la France, et c'est la France qu'on a appelée la Gaule. Lorsqu'on considère la Gaule, on se rend compte que la Gaule, c'était, comment je veux dire, était composé de tribus, de petites tribus, chacune avec son chef, tout cela. Et si aujourd'hui la France est ce qu'elle est, c'est il a fallu du courage à un certain nombre de gens, à un certain nombre d'intellectuels, si on peut les appeler comme cela, comme je dis dans la première partie. Nous allons éviter d'utiliser les termes intellectuels parce qu'à la fin, nous risquons d'énerver la définition ou du moins l'encadrement que nous a fourni le très respecté Dieudonné Kalouba. Donc nous revenons en disant, un peuple intelligent doit être en mesure de s'asseoir et de regarder les problèmes qui se posent à lui, de l'analyser et de se dire comment on peut, n'est-ce pas, corriger les choses qui semblent nous déranger. Et moi, j'ai pris mon temps pour raisonner sur le tribalisme. C'est mal que je considère profond, plus terrible, plus, comment je veux dire, plus grave que la corruption et même
même, comment je veux dire, tout le reste, quoi. Je trouve que c'est vraiment parce qu'il est intrinsèque, il est à l'intérieur. C'est mal difficile à corriger. Comme je le disais déjà dans la première partie, si le GEF peut corriger, peut poursuivre les gens qui ont, qui ont détourné les deniers publics, si un autre organisme peut se battre contre la corruption, la justice peut intervenir. Mais le tribalisme, il est à l'intérieur. Vous allez avoir des magistrats tribalistes, vous allez avoir des prêtres tribalistes, vous allez avoir des politiciens tribalistes. Mais ça, c'est plus dangereux. C'est dangereux pour la nation. Parce qu'imaginez que nous sommes un pays qu'on convoite à l'extérieur. Les gens voudraient nous voir divisés. Les gens voudraient réduire la puissance ou le potentiel que nous constituons. Parce qu'il faut se dire vrai, c'est que s'il y a un pays en Afrique qui a le potentiel de faire concurrence, c'est vrai, le Nigeria tente de le faire, mais en fait, le Nigeria n'est rien. C'est nous. Et tout le monde le sait. Tous les pays le savent. Même les Chinois savent que le jour où le Congo se relève, le jour où le Congo se remet debout, oh, mais la donne va changer. Mais alors, comment la donne va changer s'ils arrivent à nous diviser? Parce que c'est ça leur objectif. Ou s'ils n'arrivent pas à nous diriger, à nous diviser, c'est qu'ils voudraient qu'on nous déloge de ces terrains, qu'on nous fasse partir ailleurs et qu'on nous remplace par des gens qui ne sont pas là. Voilà pourquoi, dans la première partie, vous m'avez entendu dire que nous devons prendre des stratégies qui permettent que, n'est-ce pas, demain, ou du moins déjà aujourd'hui, notre langage face aux menaces que représentent le Rwanda, le Burundi, ou même l'Ouganda. C'est vrai, nous devons améliorer nos relations avec eux, mais en même temps, nous devons leur dire que nous voulons qu'ils deviennent des provinces de la République démocratique du Congo. Le Rwanda et le Burundi ont pour vocation de devenir provinces de la République démocratique du Congo. Tout comme le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, il faut le faire par négociation. De toute façon, nous portons déjà les mêmes noms. Donc, il va de soi que le Congo... Imaginez le Congo-Brazzaville faisant partie du Congo-Kinshasa. Qu'est-ce qui va se passer? Nous aurons le littoral là, du côté de la mer. Nous aurons un très grand espace. Parce que finalement, si nous avons le Congo-Brazzaville, nous allons négocier avec l'Angola pour qu'ils nous vendent Cabinda. C'est logique. Nous allons négocier avec l'Angola, ils nous vendent Cabinda. Et on leur paye je ne sais pas combien de milliards ils voudront. Nous payons et nous récupérons Cabinda. Et nous avons, disons, une porte de sortie suffisamment grande. Ce qu'on nous a donné, ça ne représente rien. Voilà pourquoi les négociations avec le Congo-Brazzaville. C'est pour ça que l'affaire du pont entre Kinshasa et, comment je veux dire, et Brazzaville, c'est naturellement, c'est une chose qu'il faut faire. Et il faut faire même au plus vite. Alors, revenons à ce que nous sommes en train de dire. C'est que analysons quels sont les problèmes qui se posent. Les problèmes de la corruption. D'où vient la corruption? D'où vient la corruption? Dans la même première partie, j'avais commencé déjà à parler de cela. Je dis que pour apporter le changement au niveau de cette affaire de corruption, qu'il faille agir à deux niveaux. Ok? Premier niveau, j'ai dit que c'était au niveau personnel. C'est donc, il va s'agir d'une décision que l'on prend à son niveau personnel. Ok? Et cela vient par la conscientisation. Si donc nous comprenons l'intérêt que nous avons à être unis et forts, chacun donc va fournir un effort à titre personnel pour faciliter cette union-là. Et comment on facilite cette union-là à titre personnel? Nous l'avions dit, c'est qu'il y a des langages qu'il faut changer. Il faut changement des langages. Il faut adopter un langage nouveau. Il faut adopter une façon de voir nouvelle. Là, au niveau du langage, c'est que, par exemple, il faut éviter de parler des tribus des autres. Il faut éviter de parler des tribus des autres. Tout à l'heure, j'ai donné l'exemple de ces politiciens qui s'est carrément permis de parler de Bayaka comme si être Mouyaka était Souzan. Mais non, mais non. Combien de Bayaka excellents avons-nous rencontrés dans la vie? Et combien de Louba médiocres avons-nous vus aussi? Il faut rétablir les choses. Même les pygmées dans la forêt,
Cet homme-là mérite notre respect. C'est notre frère. Nous devons le respecter. Il faut qu'on arrive à enlever de la tête des gens cette bêtise de croire que telle ou telle tribu serait meilleure que telle autre. Mais non, il n'y a pas de tribu. De toutes les façons, quand quelqu'un agit, il n'agit pas au nom de la tribu. C'est une question d'éducation. Quand tu es mal éduqué, les gens mal éduqués, on les trouve aussi bien. Chez les Bangalas, chez les Baswahili, chez les Baluba, chez les Bakongo. On les retrouve partout. Des gens mal intentionnés avec un cœur mauvais, on le retrouve aussi chez tout le monde. Les malheureux, ou du moins je voulais dire les escrocs, les voleurs, les gens de mauvaise vie, on les retrouve dans toutes les tribus. Les gens qui souffrent, qui ne savent pas comment nouer les deux bouts du bois, on les retrouve dans toutes les tribus. Et moi, je suis toujours peiné de voir, on arrête quelqu'un, un groupe s'élève et dit, nous les ressortissants de... Mais enfin, c'est la preuve qu'on ne réfléchit pas. Écoutez, si moi, aujourd'hui, je travaille au gouvernement, même pas travailler au gouvernement, moi, je suis là chez moi, je suis en train de vivre ici, je suis au Canada où je vis, est-ce que tous ceux de ma tribu vivent avec moi? Déjà, rien que ceux de ma famille, est-ce qu'ils sont avec moi? Pouvez-vous rapporter ce que j'ai fait sur ma famille? C'est un manque d'intelligence. Lorsque les politiciens étaient en train de voler, lorsqu'il est en train de mettre l'argent dans sa poche, j'ai vu des gens qui organisaient des fêtes grandioses. Combien de membres de leur tribu étaient là? Combien de membres de leur tribu? Combien de ces gens, de ces petits hommes qui se lèvent et disent nous ressortissants de combien d'entre eux étaient à ces fêtes-là? Quand ces hommes-là se réjouissent, ils se mettent ensemble, ils vont fêter, je ne sais pas moi, quel autre endroit du monde. Combien de membres de leur village ils prennent et vont fêter avec? Combien d'industries ont-ils créées dans ces villages-là? C'est donc un manque total d'intelligence. C'est un manque d'intelligence. Il faut donc qu'au niveau individuel, on arrive à changer, à adopter une nouvelle façon de voir, une nouvelle façon de parler. Qu'on arrête de parler d'abord dans sa propre bouche, qu'on arrête de parler de sa tribu, bon, des tribus. C'est toujours malheureux aussi lorsque dans une discussion politique, vous discutez un débat d'idées où il n'y a aucune allusion à la tribu. Quelqu'un saute sous l'occasion pour dire « Ah, toi, tu es tribaliste. » Tribaliste alors qu'ils ont de parler de débats d'idées. Moi, des fois, on ne sait rien dire, on a la parole coupée, on ne sait pas. C'est qu'il faut répondre à ces genres de personnes. C'est cette attitude-là aussi qu'il faut corriger. Il y a bien d'autres choses. Chacun peut passer en examen sa propre vie, sa propre conception et se rendre compte des choses que l'on utilise et qui renforcent le tribalisme au lieu de les combattre. Par exemple, lorsque vous soutenez quelqu'un juste parce qu'il est de votre tribu. Ça, ce n'est pas normal. Moi, je me souviens, pour la maison de transparence, comme je le disais, pour la maison de transparence, moi, j'ai milité au sein de l'UDPS. Dans les années 90, quand moi j'adhère à l'UDPS, 89-90, quand moi j'adhère à l'UDPS, je ne l'ai fait pas sur base d'une tribu. Nous sommes entrés à l'UDPS, derrière Frédéric Kibasa Maliba. On n'était pas de la même tribu. Je ne savais même pas de quelle tribu il était. Moi, il m'avait intéressé. J'ai considéré ce que les messieurs avaient fait. On nous a raconté l'histoire. On dit comment les messieurs s'étaient présentés lui-même à la prison pour qu'ils soient arrêtés. Lorsque les 13 parlementaires étaient arrêtés, ils étaient volontaires parce qu'ils partageaient leurs idées. Mais j'ai eu du respect pour les messieurs et je garde le même respect pour les messieurs. C'est pour ça que nous sommes allés à l'UDPS. Et c'est pour ça que même aujourd'hui, je continue à partager la pensée de l'UDPS. Mais c'est malheureux que quand tu discutes avec les gens voient, au-delà de l'idée, de la pensée qui t'anime, les gens font recours à la tribu. C'est malheureux. Mais c'est cela, ce sont ces choses-là que chacun doit pouvoir corriger. C'est-à-dire se faire un examen de conscience, c'est dire si je soutiens telle personne, si je soutiens tel parti politique, est-ce que je le fais en fonction de ma tribu? Si c'est en fonction de la tribu, alors tu n'es pas un bon Congolais. Tu dois changer.
tu dois changer. Mais soutenir quelque chose que par rapport aux idées. Moi, je suis mal placé quand je vois des hommes sérieux en train de soutenir quelqu'un juste parce qu'il a l'argent. Et quelles sont les idées que la personne a? Quelle est l'idéologie? Ils ne savent rien. Mais eux sont derrière parce que la personne peut donner de l'argent. Mais ça, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. C'est pas normal. On va pas soutenir quelqu'un parce qu'il est président. Mais non. S'il est président, qu'il nous présente ses idées. Si les idées tiennent, ok, nous soutenons. Si les idées ne tiennent pas, je ne vois pas pourquoi on va les soutenir. Autorité morale, par ici, c'est vraiment de l'idiotie intellectuelle. Moi, j'appelle ça de l'idiotie intellectuelle. On a vu des grandes, des universitaires, des professeurs d'université, des gens considérés comme grands dans des facultés où ils donnent cours. Mais on les entend, on les a vus là, se courber comme des petits messieurs là, devant quelqu'un qui ne valait même pas, qui ne valait même pas, qui n'arrivait même pas à leur cheville. C'est pas normal. Cette culture-là, il faut qu'on la change nous-mêmes, il faut qu'on change notre façon de voir les choses, il faut qu'on change notre vision, il faut amener notre peuple, n'est-ce pas, à sortir de, de ces pièges. Moi, j'appelle ça piège du tribalisme. C'est un piège, parce que ça ne permet pas d'avancer. Ça ne permet pas d'avancer. Je pense que dans la première partie, j'ai élaboré en donnant quelques exemples là-dessus. Et si vous le permettez, je vais donner un autre exemple. J'avais déjà commencé à aborder cela. J'ai dit, l'idiotie intellectuelle se trouve aussi au niveau, avant que je ne revienne à ce que j'étais en train de dire, c'est une parenthèse. Vous savez, je disais tout à l'heure que, en fait, euh, la science montre que la plupart des idées reçues ou des choses que nous tenons pour vraies ne le sont pas. Alors, dans les mêmes cadres d'idées, imaginons que moi, je me dis, je suis Moulouba, par exemple, mais qu'en réalité, on m'a dit que j'étais Moulouba pendant que je n'étais pas. Imaginons cela. Et me voilà, j'évolue dans la vie, je suis accroché au fait que je sois Louba et par conséquent, tout ce qui n'est pas Louba, pour moi, je rejette. Imaginons un scénario comme cela. Alors qu'en réalité, je suis Mouchi, par exemple. Ou même je suis... Euh, quelle autre tribu je vais prendre là? Je suis, je suis Bolondo, par exemple. Et parce qu'on m'a dit que je suis Louba, tout Bolondo qui se présente devant moi, je dis non, moi je n'aime pas les Bolondo. Oh, moi je n'aime pas les bâches. Pendant que je suis Mouchi moi-même. Parce qu'on m'a mis en tête que je n'étais pas ce qu'ils sont. Ça, c'est de l'idiotie intellectuelle. C'est comme ça qu'on peut tuer son frère sans savoir qu'on est en train de tuer son frère. Sur base des idées qui ont été mises en nous. Donc, il faut changer au niveau des idées, au niveau de la conception même que nous avons. Et ça, c'est à titre personnel. Au niveau du langage, contrôlons ce que nous disons. Invitons les Congolais à éviter d'avoir un langage qui divise, à jeter du venin dans les cœurs des gens. Nous, on a grandi sans savoir, sans chercher à savoir, celui-là, il est de quelle tribu ou de quelle autre tribu. Les gens qui ont grandi avec moi, pour moi, sont mes frères. Ce sont des copains, des frères, des gens qui ont étudié avec moi. Ce sont des frères. Des frères. Mais c'est malheureux que quelqu'un se réveille un matin et nous dise, oh, toi, tu n'es pas ceci, toi, tu n'es pas cela. Il faut bannir cela. Chacun de nous doit se refuser ces comportements-là. Dans l'intérêt national. Parce que demain, si nous devons faire face à ceux qui convoitent notre pays, nous ne pouvons leur faire face qu'en étant un, qu'en créant la nation qui n'existe pas au Congo. Nous sommes un pays avec des peuplades. Il nous faut créer la nation. Et pour créer la nation, il faut que nous déterminions quelles sont les valeurs que chacun de nous doit connaître. Et là, nous entrons dans la deuxième partie. Okay? La deuxième partie, c'est-à-dire
J'ai dit à titre personnel, mais à second niveau, au niveau le plus important, c'est changer d'attitude en tant que peuple. Okay? Et comme j'avais commencé, c'est par là que je m'étais arrêté, il disait que ici, je sais, je vais avancer des idées qui vont peut-être créer une sorte de controverse, mais je vais assumer ce que je suis en train de dire. Parce que je le crois profondément. Voilà des années que je tente d'en discuter avec des amis. Je tente, peut-être pas en les détaillant comme je veux le faire, mais je tente d'amener les gens à penser comme cela. Mais bon, certains y arrivent, mais la plupart des gens, bon, compte tenu du fait qu'ils me voient prendre position en faveur de l'UDPS ou de ceci, ils se disent des choses. Mais là, je donne exactement ce que je pense, non pas pour amuser la galerie, mais parce que ce sont des valeurs auxquelles je tiens et je veux que cela se soit partagé. Je veux partager cela avec les Congolais, avec espoir que lorsque vous aurez entendu ces choses, c'est vrai, vous allez critiquer, vous allez rejeter, mais je vous invite à la réflexion. Je vous invite à réfléchir. Si la France est France aujourd'hui, il a fallu que certains aient le courage de raisonner, le courage de proposer des solutions, de proposer un modèle de société, un modèle de pays qu'ils voulaient. Que tu sois à Marseille, que tu sois né à Marseille et que tu ailles vivre à Lyon, personne ne pourra jamais demain te dire non, toi tu es de Marseille, tu n'es pas de Lyon. Si tu vis en Bretagne, on sait que c'était habité par les Bretons, si tu vis en Bretagne et que tu vas en Normandie, personne ne va te pointer du doigt. Tu es français. Et c'est à ça que nous devons aspirer. C'est ça qui nous manque. Si nous arrivons à cela, nous aurons combattu la médiocrité, notamment le fait que les gens obtiennent par exemple des diplômes juste parce qu'il est de telle tribu. C'est pas normal. C'est pas normal. Nous pouvons combattre ces choses-là. Mais alors, comment on peut arriver à fédérer tout le monde? Comment on peut arriver à faire taire ces petites divisions entre nous? Et ces divisions, moi, je les considère à plusieurs niveaux. Au niveau de la langue, le fait qu'on parle des langues différentes constitue un élément de division qu'il faut résoudre. Au niveau des coutumes, il faut qu'on arrive, n'est-ce pas, à trouver une solution à ce niveau-là, mais aussi au niveau du rôle qu'il faut attribuer au chef coutumier. Et enfin, je n'ai pas énuméré cela, j'espère que je vais me rappeler, c'est au niveau des noms que nous portons. Alors, je vais commencer par ce que j'ai appelé, ce que j'appelle la dualité juridique qui est dans notre pays. Dans notre pays cohabitent les droits que je vais appeler importés, mais qui ne l'est plus parce qu'il fait partie de nous désormais, et les droits coutumiers. Moi, je considère que cette dualité ne permet pas, n'est-ce pas, de... comment je veux dire ça? Ne permet pas d'unifier notre façon de voir les choses. Il faut donc qu'on lève une option pour dire que, je pense que c'est même déjà prévu, pour dire que c'est le droit positif, le droit de l'État qui s'applique partout. En sorte que les tribunaux coutumiers, je ne sais pas s'ils existent toujours, hein, c'est pour ça que j'en parle. Ça fait quand même un temps que je suis parti. Je me rappelle quand, à l'époque où j'étais au pays, on prévoyait la possibilité pour ces tribunaux d'exister encore. Et même des sièges avec des juges assesseurs, des choses comme ça. Donc il faut qu'on arrive à décider et dire, écoutez, après plus de 60 ans d'indépendance,
Les droits écrits, c'est ces droits-là, c'est cette loi-là, cette droit-là que nous appliquons partout. Ça, c'est une première chose. La seconde chose, c'est au niveau de la multiplicité des coutumes. En fait, ces deuxième point rejoint le premier. Parce que pour que le premier soit résolu, il faut commencer par résoudre ce problème. Alors moi, je propose que l'on mette en place des commissions. D'abord au niveau local. Qu'on répertorie dans chaque coutume, ou du moins qu'on répertorie chaque coutume, et qu'on la mette par écrit. Par exemple, on va chez les Mongos, on répertorie ce qu'ils considèrent comme valeur chez eux. Et on met cela par écrit. On va chez les Bangala, les Mongos, les Bangala, bon, je ne sais pas s'il y a des différences. Sinon, on va chez les différents groupes ethniques, les Bashi, les Rega, les Bafouloué, on va chez les Baluba, les Songhe, les Lunda, les Sanga. On répertorie les différentes coutumes. On fait un travail en profondeur, écrit. Ne venez pas avec la tradition orale. Elle ne nous sert pas. On écrit toutes ces choses. Et la commission, ça va faire, c'est un travail colossal. Et au niveau de chaque province. D'abord, ça commence au niveau de chaque regroupement, de chaque petit groupe. Puis finalement, au niveau de chaque province, on établit des commissions au niveau provincial qui travaillent pour rassembler toutes ces coutumes-là. Pour voir les points de convergence de ces coutumes et le point de divergence. Et on établit bien, voilà, comme province par exemple, on prend l'espace Kasaï par exemple, on dit, écoutez, voilà ce qui s'est fait chez les Batetela, voilà ce que j'ai fait les Koubaches, voilà comment les Songhe conçoivent, comment, voilà les convergences entre ces tribus, voilà, entre ces coutumes, je veux dire, voilà, parce que pendant ce temps-là, on a les yeux tournés vers ces Congo nouveaux que nous voulons, Congo sans tribu que nous voulons. Donc, on répertorie ces choses. Parce qu'il ne faut pas qu'on perde. Ce sont des richesses culturelles que nous ne devons pas perdre. Que nous ne devons pas perdre, mais que, par besoin de faire de notre pays une nation, on va être obligé de mettre dans une sorte de musée. Ou si quelqu'un veut faire des études dessus, il peut retourner voir comment les gens qui vivaient à cet endroit-là, comment ils se comportaient, comment ils concevaient les mondes. Alors, au niveau donc de chaque province, ou de certains espaces culturels, on ferait ce travail-là, des rassemblages, on ferait des divergences, on ferait des convergences, et on mettrait toutes ces choses par écrit. Et une commission nationale va prendre toutes ces choses et finalement arriver à définir les choses qui sont acceptées chez tout le monde et que nous allons apprendre à nos enfants. Les choses qui font les différences. On va étudier parmi toutes ces choses, quelles sont celles qui apportent une valeur, qui font, comment on dit en économie, une plus-value, qui aide à l'avancement de notre pays. On va par exemple, on regarde chez les Rega, il y a tel aspect, je ne connais pas bien, tel aspect, par exemple, qui serait bénéfique à l'avancement du pays. On va donc incorporer cette valeur-là, même si cette valeur, au départ, n'était pas valeur pour les Songhe, par exemple. Ça devient une valeur. Et ainsi, on établit un certain nombre de règles. Un certain nombre de règles que nous allons constituer, que nous allons considérer comme la coutume pour nous désormais. La coutume que nous allons ensemble, les pays entiers, enseigner à nos enfants. De telle sorte qu'un enfant qui vient de Chimbulu a les mêmes principes de vie que celui qui vient de Nyantende. Un enfant qui sort de Moussokantende, par exemple, a exactement les mêmes principes de vie qu'un enfant qui vient de Kinzanvouete. Un enfant d'Idiofa n'est pas dépaysé devant un enfant qui vient de Kinshasa, par exemple. Donc, si on arrive donc à élaborer
cet ensemble de principes directeurs que nous allons donner à nos enfants. Et de manière volontaire, nous décidons qu'à partir de maintenant, voilà les choses que chacun des parents, chaque parent, à l'école, les gouvernements, au niveau des médias, voilà les choses qu'on va s'aimer dans le cœur de nos enfants. Il y a des valeurs, par exemple, l'amour de la patrie, sur lesquelles on ne va pas discuter. Ce sont des valeurs qui doivent se trouver dans ce type de chartes. Une sorte de chartes, je veux dire. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je les ai dit, des autres coutumes. C'est-à-dire qu'au niveau local, par exemple, on va au Kasaï, par exemple, on monte un musée qui rappelle l'histoire des peuples qui ont vécu à cet endroit-là. Un musée qui raconte comment les Songais voyaient la vie, la façon de voir les choses, comment ils se comportaient, qu'est-ce qu'ils faisaient, quelle était leur histoire, d'où ils sont venus. On raconte ça. Tout cela est raconté dans des livres bien ficelés et les gens peuvent aller là visiter, n'est-ce pas, des sites où les Songais ont vécu, où les Luba ont vécu, où les Kuba ont vécu. Ça se fait ainsi dans toutes les provinces. Et au niveau national, on fait une représentation, ou du moins quelque chose de plus grand, où toutes ces choses sont représentées et on laisse désormais aux historiens congolais, n'est-ce pas, d'étudier ces choses-là et d'apprendre cela à nos enfants, sans vouloir en faire encore des tribalistes en miniature. Parce que notre volonté, à ce moment-là, sera d'empêcher que le tribalisme continue à vivre. Ensuite, lorsque cette étape-là est terminée, les lois qui viendront, nos lois désormais, devront s'inspirer de ces principes que nous serons arrêtés ensemble, ces principes que nous aurons enseignés à nos enfants. Nos lois devront s'inspirer de ces principes-là désormais, au lieu de s'inspirer des principes comme ça qui nous viennent d'ailleurs. Les lois s'inspireront de ce que nous croyons être notre monde, de ce que nous voulons faire de notre pays, de ce que nous sommes en train de faire de nos enfants. Le troisième niveau, j'ai parlé du rôle des chefs coutumiers demain. Comment vous vous rendez compte? Les chefs coutumiers eux-mêmes constituent un problème parce qu'ils représentent les tribus. Ils représentent les tribus. Or, le Congo demain, nous ne voulons pas qu'il soit Congo des tribus. Donc, il faut s'occuper des chefs coutumiers. Et moi, je propose que les chefs coutumiers puissent renoncer à leur pouvoir coutumier. Ne vous précipitez pas dans les conclusions, je vais expliquer. Renoncent à leur pouvoir coutumier moyennant compensation. Je répète, je soutiens, je suis d'avis que le Congo de demain ne devant pas être un Congo des tribus, mais un Congo, une nation forte et unie. Les chefs coutumiers, le rôle des chefs coutumiers tel qu'il est aujourd'hui, n'aura plus de place. Par conséquent, il faut trouver un autre rôle à ces chefs coutumiers. La première chose à faire, c'est qu'il faut qu'ils acceptent de renoncer à leur rôle. S'ils aiment le pays, ils vont accepter cela. Ils doivent renoncer à leur pouvoir coutumier, moyennant compensation. Et cette compensation, je la vois à deux niveaux. Premier niveau, c'est qu'on fasse que l'État s'engage envers les anciens chefs coutumiers, n'est-ce pas, en les dotant de moyens pour en faire des fermiers, des grands fermiers. Ainsi, donc, on va enlever des mains des chefs coutumiers, par exemple, la gestion des étendues énormes de terre. On va leur donner un certain nombre d'hectares de terre. On va leur donner des moyens financiers, la possibilité d'accéder au crédit. Mais l'État peut aussi leur donner des matériels comme des tracteurs,
détracteurs, pour les aider, n'est-ce pas, à devenir des grands fermiers. Nous pouvons en faire des grands fermiers demain. Ça, c'est le premier niveau de compensation. Le second niveau, je ne sais pas s'il faut considérer cela comme compensation, mais je considère qu'il faut leur faire jouer un rôle encore très important. Parce que ces hommes ont été des gardiens de nos traditions. Ces hommes ont été des gardiens, n'est-ce pas? On les a considérés comme les liens entre les vivants et les morts. Nous ne pouvons pas les balayer du revers de la main. Donc, il faut qu'on trouve un autre rôle. Et moi, contrairement à ceux qui soutiennent la disparition du Sénat, moi je crois que nous pouvons utiliser le Sénat pour, n'est-ce pas, mettre fin aussi au tribalisme. Et comment on va le faire? C'est qu'on va choisir. Il faut étudier les critères. Comment ça va se faire? Ça va demander que les intelligences se mettent ensemble pour, n'est-ce pas, définir les critères d'élection. Mais moi, depuis d'abord, ce que je dis, c'est qu'il faudrait, n'est-ce pas, choisir parmi les chefs coutumiers. Et si possible, les plus prépondérants d'entre eux. Okay? En choisir quelques-uns qui vont constituer le Sénat de demain. Plutôt que le Sénat soit rempli de politiciens, des gens qui vont pour se cacher derrière les humanités, moi je conçois qu'elle remette le Sénat, n'est-ce pas, entre les mains des anciens chefs coutumiers. Pourquoi? Parce qu'ils sont les représentants réels de notre peuple. On peut donc considérer que si l'État leur donne la formation nécessaire, leur donne des capacités intellectuelles et les moyens financiers nécessaires, ces hommes-là seront difficilement corruptibles. Ils seront difficilement corruptibles parce qu'ils seront conscientisés en tant que représentants ou du moins liens. Le Sénat servira de lien entre... donc le Sénat à lui seul jouera le rôle désormais des chefs coutumiers, c'est-à-dire ces liens entre les vivants et les morts, entre nos ancêtres et nous. Et nos ancêtres ne veulent pas de division. Donc les chefs coutumiers qui vont aller dans ce Sénat, ce sont des gens responsables, suffisamment formés, suffisamment outillés, aussi bien financièrement que mentalement, pour pouvoir, n'est-ce pas, défendre le pays, et si possible, jusqu'au sacrifice suprême. Et c'est ce type-là de personnes que nous devons avoir, ce type de chefs coutumiers que nous devons avoir. Évidemment, quand ils vont au Sénat, ils sont plus chefs coutumiers, ils deviennent des sénateurs. Et je conçois donc qu'à ce niveau-là, il est possible de concevoir soit que ce sont des sénateurs à vie, soit que ce sont des sénateurs qu'on élit. Moi, je suis davantage pour un Sénat à vie, qui va aller, donc, comment dire, il y a des gens qui vont constituer une sorte de council, on va dire, un conseil au niveau de chaque province, au niveau local, et qui choisiront dans les anciens chefs coutumiers, dans les désormais grands fermiers, ils vont se choisir des gens qui vont les représenter et peut-être une fois que la personne est choisie, la personne reste en place, à moins, sauf, comment je veux dire, sauf faute grave de la part de la personne reste en place jusqu'à ce qu'elle meure. Bon, c'est juste, comment dire, une idée que j'avance, que je crois qu'on peut faire une chose comme cela. De sorte que les gens, ceux qui sont là au Sénat, n'y sont pas parce qu'ils ont besoin d'argent, ils ne sont pas pour soutenir tel ou tel autre camp, ce sont des personnalités qui comprennent l'intérêt du pays et qui sont là pour l'intérêt du pays seulement. Qui ne sont là que pour l'intérêt du pays, qui ne sont même pas là parce qu'ils ont besoin d'argent, qui ne sont pas là parce qu'ils sont en recherche des humanités, des gens responsables, des vrais responsables. C'est là qu'on devrait les retrouver. Et ces gens-là, il ne faut pas qu'on les voie au gouvernement, il faudrait qu'ils soient clairs, ils ne sont pas au gouvernement, on ne les retrouve pas dans les entreprises publiques, ils s'occupent de leurs terres
Et ils viennent défendre la terre de nos ancêtres au Sénat. De sorte que les lois qui viennent au Sénat ne peuvent passer que si ces lois-là sont favorables à l'intérêt national. Ça, c'est donc au niveau des chefs coutumiers. Donc, en résumé, les chefs coutumiers, comme je le dis, aujourd'hui n'ont pas leur place. Les chefs coutumiers n'ont plus leur place dans les Congo de demain. Ils n'ont pas de place dans les Congo de demain. J'ai beaucoup de respect pour les chefs coutumiers. Moi-même, je suis d'une des familles régnantes dans mon village. Je suis une famille ma famille, c'est celle qui règne là-bas. Mon cousin est chef coutumier, il est toujours dans les milieux. Chef coutumier et avocat en même temps. Mais cela n'empêche que pour l'intérêt du pays, parce que ces hommes-là sont des hommes appelés à défendre le pays, je pense que nous pouvons évoluer vers cela. L'autre niveau, c'est, je m'excuse, c'est, je voudrais parler de la langue. Parce que la langue aussi est un facteur de division. Si quelqu'un parle kimongo à mes côtés et que je n'entends rien, ça crée cette différenciation entre lui et moi. Même si ce qu'il dit n'a rien à voir avec moi. Moi, j'ai vu plusieurs personnes, là, beaucoup de gens me reprochent de ne pas parler de Chuluba quand je suis en public. Moi, je parle Chuluba, je ne veux pas le cacher, je parle Chuluba, je parle Swahili, je parle Lingala. Mais je me suis toujours senti mal à l'aise. Non pas parce que j'aurais honte de parler Chuluba, mais c'est seulement que je me sens mal à l'aise de parler dans une langue que mon voisin est incapable de saisir. Parce qu'à la fin, les voisins peuvent croire qu'on parle de lui. Imagine que nous sommes en train de parler puis on rit. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Comment les voisins vont se mettre? Mais il faut aussi, mettez-vous à la place du voisin. C'est lui qui est à vos côtés et qui ne parle pas la même langue. Vous parlez Kimongo, moi je suis là, je n'ai rien saisi, et puis vous mettez à rire. Bon, je me pose une question. Je me pose, est-ce qu'il se moque de moi? Est-ce qu'il parle mal de moi? Sachant que je n'entends pas ce qu'ils disent. Et donc, automatiquement, ça crée des barrières. Donc, ce sont ces barrières qu'il faut faire sauter. Et comment on peut y aller? Nous faisons la même chose, comme nous avons fait avec la fête de la coutume. C'est-à-dire, nous décidons que, j'ai dit, il y a deux voies. La première, et je trouve que c'est la plus difficile, je m'excuse, c'est celle, par exemple, de décider que partout au Congo, on va enseigner les 4 langues nationales. Donc, si tu es en Bougimaï, par exemple, tu vas étudier non seulement les Tchuluba, les Français, mais aussi les Lingala, les Swahili et les Kikongo. De sorte que, à la fin de tes études secondaires, tu dois être à même de parler les 4 langues, plus le français. Le français qui, du reste, devrait être considéré désormais comme notre langue, parce que Macron et son groupe ne pourront jamais venir la retirer de notre bouche. Nous parlons cette langue, elle est à nous. Donc, il faudra que chacun de nous, au sortir des études secondaires, soit en mesure de parler les 4 langues, les 5 langues. Donc, j'ai dit le français, le swahili, les tchuluba, les lingala, les kikongo. Bon, je me dis, la réalité, c'est que ça va pas être facile. Il faut former des gens en kikongo, en swahili, en lingala, en tchuluba. Il faut en former un grand nombre pour pouvoir les dispatcher dans les différentes provinces. Est-ce que c'est impossible? Non, c'est pas impossible. C'est faisable. Dans l'intérêt de notre pays, nous pouvons procéder par cela. La deuxième voie, autant difficile, et qui a mon approbation, mon soutien, c'est celle qui consiste à mettre ensemble nos spécialistes des langues. On fait sortir tous ces gens-là, on leur dit, écoutez, créez-nous une langue. Ah, je vois des gens qui sautent. Ah, c'est quoi ça? Oui, nous pouvons nous décider de créer une langue. Et nous dire, par exemple,
que ces spécialistes vont s'asseoir, procéder soit par réunir les différentes langues et faire en sorte que les mots de chaque langue, comment je vais, je tente de tourner la chose pour bien m'expliquer. C'est-à-dire que on peut parler, quand on parle, on peut utiliser de euh, manière concomitante. Quoi les termes, je m'excuse, les termes même. On peut utiliser dans une même phrase des mots de différentes langues, de ces quatre langues. De toute façon, pour nous qui parlons plusieurs langues, il nous arrive très facilement d'utiliser deux ou trois langues dans une même phrase et puis tu te rends compte que non, mais qu'est-ce que j'ai parlé? Qu'est-ce que j'ai dit là? Il est possible qu'on arrive à cela. C'est-à-dire, par exemple, si. Euh, quel mot, par exemple, que je vais prendre là? Bon, j'allais dire Kolia, Kolia en lingala, mais bon, en fait, dans presque toutes les langues, c'est un mot qui va de la même manière. Euh, quel mot me vient à l'esprit là? Pourtant, attendez, je vais voir ici. Euh, par exemple, le mot courant. Courant. En lingala, on va dire moto. En swahili aussi, c'est moto. Mais en Tchoulouba, on fait une différence entre le courant et le feu. Parce qu'en lingala, et le feu et le courant, c'est moto. En swahili aussi, c'est la même chose. En Tchoulouba, il y a le courant, c'est nzembwa, tandis que moto, c'est kapia. Alors, on peut donc faire en sorte que, dans une phrase, par exemple, quelqu'un peut dire ah kapia zalité. L'autre aussi, l'autre kapia yete. Oh, qu'est-ce que j'ai dit? L'autre nzembwa yete. Par exemple. Ou même on peut aller plus loin. Le nzembwa ainako. Le nzembwa ainako. On dit donc, aujourd'hui, il n'y a pas de courant. Mais on a utilisé trois langues. Lelo, on est en lingala. Nzembo, on est en chuluba. Ainako, on est en swahili. Pour dire, courant est athée. Et le courant est athée. Léo, moto ainako. Lelu, nzembo kayenako. Donc nos linguistes peuvent se mettre ensemble et concevoir quelque chose comme ça. J'ai dernièrement découvert un Congolais, malheureusement j'ai perdu ses coordonnées, qui a un website sur lequel, qui a un site internet sur lequel euh, qui porte sur les dictionnaires des langues congolaises. Vous avez les Swahili, les Chiluba, les Kikongo et les Lingala. Et il met des synonymes comme ça, tellement en Swahili signifie ceci, en Chiluba ça signifie ceci, en Lingala ça signifie ceci, en Kikongo. Donc sur base d'un travail comme ça, on peut créer une langue. On considère que les différentes expressions du même mot, de la même chose dans les différentes langues, sont des synonymes qu'on peut utiliser indifféremment. On peut arriver à cela et nous créer une langue qui nous permet de nous reconnaître, de reconnaître ce que nous sommes, de reconnaître notre unité, si pas notre unicité. C'est possible. Cela va amener à monter aussi une commission du genre l'Académie française, par exemple. L'Académie française a joué un grand rôle dans les français que nous parlons aujourd'hui. Vous savez que c'est pas une langue, c'est une langue composée de plusieurs autres.
l'italien, on prend des mots en allemand, on prend des mots ceci. Ça vient de l'origine de ces mots quand vous faites l'étymologie. L'origine de ces mots, ça vient de. Donc nous pouvons faire aussi l'étymologie. Nous avons une origine des mots qui viennent de Lingala, qui viennent de Chiluba, qui viennent de Kikongo. C'est possible. C'est possible. Le rôle du penseur que nous sommes, c'est de déposer les idées et de dire que nos linguistes peuvent se mettre ensemble, n'est-ce pas, raisonner et nous venir avec une idée, concevoir quelque chose qui nous permet de nous identifier. Ça nous permet de nous identifier. Un autre point, c'est au niveau du nom. Les noms que nous portons posent de sérieux problèmes. Lorsqu'on appelle quelqu'un que Pamoto, immédiatement on les situe quelque part. Dès qu'on dit quelqu'un s'appelle Bissimois, on sait d'où Bissimois est. On les voit dans les montagnes de Nantende et ailleurs. On les voit à Gira ou à Kadoudou. Et si quelqu'un s'appelle Goma, on commence à regarder vers Kinzamvouete et Cataract. Tandis que si il a le malheur de porter dans des Moulumba, hein, on les situe quelque part aussi. Et moi, je crois que nous pouvons aussi faire des choix là-dessus. Si Mobutu avait réussi à nous imposer de porter des noms qu'il a appelés authentiques, nous pouvons, en tant que peuple, nous dire dans le besoin de créer cette nation que nous voulons tous, de tout notre vœu. Nous pouvons apporter des modifications. Non, non. Je me suis toujours demandé, je ne dis pas que ce soit la vérité, mais je me suis toujours demandé, quand vous lisez le nom des Russes, vous entendez Korkoskov, Rochorkov, Ibramotivitch, ou des noms comme ça. Ça doit nous inspirer. Elksen, Andersen, des choses comme ça. Ça doit nous inspirer. Pouvons-nous aussi créer un radical, je ne sais pas. Ça va demander que les spécialistes se penchent dessus. Créer un radical qui nous permet d'enlever la connotation tribale. Ah non, non. Pour que nous devenions, nous puissions nous reconnaître par certains radicaux spécifiques. Quand tu entends ça, tu sais que non, ça c'est mon frère. Non pas de tribu, mais mon frère, parce que mon compatriote. Nous pouvons arriver à cela. Moi, j'aime bien l'exemple qu'on donne des amis de Bandundu, par exemple. Je connais un homme de Dieu. J'espère il va, excuser que je prenne son nom comme exemple. Je connais un homme de Dieu qui s'appelle Père Boy. Je l'ai connu à l'époque, j'ai fréquenté Pipkin. Mais Père Boy, d'après ce qu'on nous a raconté, ou du moins quand moi j'arrive à Kinshasa, c'est la première église que je fréquente, la première paroisse en dehors du combat spirituel. C'est la première paroisse que je vais fréquenter. Père Boy, il semble que c'est un nom totalement composé, ou du moins fabriqué de toutes pièces. Peut-être qu'il pourra nous contredire. Mais ce qui s'est raconté à l'église à l'époque, c'était que les papas de ces messieurs, quand il est né, il a voulu que l'enfant porte à la fois son nom. En fait, Père Boy signifie les fils du Père. Il semble qu'au Bandundu, c'est quelque chose de normal. C'est quelque chose de normal. Donc nous pouvons aussi donc décider qu'à un moment donné, on en arrive à faire une chose comme ça. Mais en décidant par exemple des radicales particuliers qui montrent qu'il s'agit là du patrimoine national. C'est un nom qui sont parce que les radicaux que nous allons décider seront considérés comme des patrimoines nationaux, mais qui n'a rien à voir avec une identification tribale.
L'autre exemple, c'est l'exemple d'un professeur d'université que je respecte beaucoup. Lui aussi, c'est un aîné à moi. J'espère qu'il va pas m'en tenir rigueur. Il ne va pas me tenir rigueur de prendre son exemple. Ce monsieur s'appelait Raphaël, d'après ce qu'on m'a raconté. Et lorsque Mobutu décide d'imposer l'authenticité, que je considère des tristes mémoires, monsieur qui s'appelait Raphaël change son nom. De toute façon, il n'a même pas changé parce que ses parents ou ses grands-parents n'arrivaient pas à prononcer Raphaël. Vous savez qu'en Chiluba, les R posent problème. Et alors, au lieu de Raphaël, ce monsieur, on l'appelait Ngalafoy. Et quand Mobutu décide de changer, de faire les recours à l'authenticité, monsieur s'appelle Ngalafoy. Jusqu'à aujourd'hui, il s'appelle Ngalafoy. Donc, il est possible que, comme peuple intelligent, nous puissions, n'est-ce pas, décider de prendre, de choisir certains radicaux qui vont nous servir de base au prochain ou non que nous allons avoir. Ainsi permettre donc de créer cette nation dont nous avons besoin. C'est un besoin crucial, vital, pour un pays tant convoité. La seule façon pour faire face demain à ceux qui nous en veulent, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de division à caractère tribal entre nous. Parce que si ces gens-là arrivent à nous diviser, s'ils arrivent, n'est-ce pas, à, à prendre comment je veux dire, s'ils arrivent à nous diviser, ils peuvent aussi nous faire partir de nos terres. Donc nous avons intérêt à faire en sorte que nous puissions renforcer notre unité. Et ça, ces choses, donc, la dualité du droit, la multiplicité de coutumes qu'il faut annuler, les rôles des chefs coutumiers qu'il faut revoir, les noms, donc, les noms et la langue, les 5 éléments-là, sinon, constitue ce que je considère comme un impératif avant de penser faire entrer le Congo-Brazzaville, faire revenir le Congo-Brazzaville sous le Congo-Kinshasa. Avant d'amener Rwanda et Burundi, cela fera que si demain, certaines personnes avec des velléités quelconques décident de venir chez nous, ils vont nous trouver avec une culture qui est à nous et qu'ils ne peuvent pas copier. Qui ne peuvent pas copier facilement. S'ils la copient, c'est qu'ils sont intégrés. Et par conséquent, nous n'aurons pas de mal à les faire venir. Je vous invite donc, les amis, à réfléchir sur ces choses que nous avons présentées. Nous ne prétendons pas avoir épuisé les sujets, mais nous avons voulu ainsi proposer des pistes de solutions. Parce que le travail de l'intellectuel, à la fin, c'est d'être en mesure de concevoir, de s'asseoir et de raisonner, et de trouver comment on peut résoudre certains problèmes. Même si les solutions qu'on propose ne sont pas les positions, ne sont pas les solutions définitives, mais plutôt des solutions qui permettent qu'ensemble nous puissions nous lancer dans la réflexion. C'est une façon d'orienter le débat dans certaines directions. Et donc je dis, plutôt que de se précipiter à changer de constitution, résolvons ces genres de problèmes. Pour que la constitution que nous allons voir demain reflète ce que nous sommes, reflète les principes que nous aurons arrêtés ensemble, reflète ce que nous voulons devenir demain et transforme réellement l'humain que nous sommes. C'est alors que les institutions pourront suivre. Je conçois donc que le Sénat cesse d'être l'apanage des politiciens. Que ce soit l'endroit où on retrouve les chefs coutumiers, les anciens chefs coutumiers, les anciens présidents de la République et les personnalités qui seraient distinguées. Ensuite, que l'on crée l'Académie congolaise, une académie des langues, mais aussi une académie des sciences, où l'on va retrouver des gens qui se sont distingués.
les sages de notre pays, les gens qui font la fierté de notre pays. Par exemple, si l'Académie française, l'Académie plutôt congolaise est créée, ça doit être un lieu du haut savoir, un lieu de prestige. Pour y entrer, il doit y avoir des critères tels que ceux qui sont admis dans cette académie-là. Ce sont des gens qui ont excellé dans leurs différents domaines. Je serais tout à fait d'accord qu'un homme comme Dr Mukwege soit parmi les premiers à faire leur entrée dans l'Académie congolaise, par exemple. Parce que ce monsieur est un modèle pour les pays dans son entièreté. Un modèle de bravoure, modèle de courage, modèle d'abnégation. Sortons donc, les amis, de ces renfermements, de cette sorte de renfermement, de ces pièges dans lesquels les colons nous ont placés, mais que nous-mêmes nous avons entretenus. Le Congo de demain veut que chacun de nous se libère des antivaleurs, se libère des choses qui divisent, se libère de tout ce qui nous empêche d'aller de l'avant. Donnons la possibilité à nos enfants demain de s'épanouir comme il se doit. Donnons à notre pays la chance de devenir réellement ce grand pays, grand de tous. Souvenons qu'un peuple divisé n'a pas d'avenir. Voilà donc, chers amis, ce que je voulais partager avec vous. C'est possible que je revienne sur certaines vidéos, sur tel ou tel autre aspect, mais voilà un peu l'essentiel des choses que j'ai pensé présenter. Et donc, j'attends vos commentaires, j'attends vos remarques. Voilà un peu, et que Dieu bénisse le Congo. Debout Congolais, unis par le sang, unis dans l'effort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps courbés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement, saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Don béni Congo, des aïeux Congo, au pays Congo, bien-aimé Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré sois le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté que nous léguons à notre postérité pour toujours.